Bonsoir à tous. Donc, je vais animer cette soirée donc, avec vous. On va co-animer ensemble, puisque c'est l'idée aussi de cette exposition qui a rassemblé des artistes et des éco-acteurs, c'est de retisser du lien et de créer des choses ensemble. Donc, on va essayer de garder cette trame pour la soirée. Donc, ce soir, il y a énormément d'éco-acteurs qui se sont investis auprès des artistes, comme vous avez pu le voir ou pas encore vu durant cette exposition. Et ce fil rouge, c'est autour du déchet, puisqu'on est une société de surconsommation. Et qui dit surconsommation dit surproduction de déchets. Et aujourd'hui, on est quand même dans une période où la question environnementale et sociétale se rejoignent, notamment autour de nos modes de consommation et nos modes de vie. Donc c'est aussi l'occasion avec des artistes et des citoyens et des associations engagées de débattre de ce thème. L'exposition s'est regroupée autour de 6 thèmes. Donc à chaque fois c'est une association, un éco-acteur actif dans un domaine écologique qui s'est associé avec un artiste, et les œuvres qui ont été produites sont le fruit de ce travail, sont le fruit de cette rencontre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir comprendre un petit peu comment ce lien s'est tissé pour co-créer et alerter les citoyens à cette problématique. Donc j'ai envie aussi de vous présenter Gabrielle Beau et Marie-Laure Bruno, qui sont les fondatrices de l'association Arenco et qui sont à l'initiative de cette très belle idée de faire reconnaître et rencontrer ces artistes et ces acteurs de terrain qui se rencontrent pas souvent. Donc vous êtes à l'initiative de cette exposition, donc j'aimerais savoir un petit peu pourquoi vous avez eu envie de créer cet événement, et puis un petit peu comment est née votre association aussi. Bonsoir, donc l'association est née il y a bientôt 10 ans, on va fêter nos 10 ans au mois d'avril 2019. Donc on se connaissait depuis plus longtemps toutes les deux et on travaille toutes les deux dans un domaine où il y a beaucoup de gaspillage, qui est l'événementiel. Donc les entreprises créent des événements, donc on monte un décor, on utilise beaucoup d'écrans, de moquettes, tout ça pour tout jeter le soir même. Donc on avait envie toutes les deux de faire baisser un petit peu notre bilan carbone et de faire quelque chose. Et l'idée est partie d'une entreprise qui nous a demandé de monter un team building à partir des déchets de leur poubelle jaune. Donc on a trouvé ça génial et puis on a commencé toutes les deux comme ça à faire du porte-à-porte dans les centres de loisirs pour sensibiliser les enfants, et puis à contacter, à essayer de trouver des artistes récupérateurs, premier critère, qui travaillent que la récup, et deuxième critère, qui ont envie aussi d'apprendre aux autres comment exposer, de transmettre. Donc ils sont tous capables d'animer des ateliers, soit pour enfants, soit pour adultes. Et ça faisait longtemps que Marie-Laure avait envie de faire une exposition dans ce style-là, et puis on a une étudiante qui nous a contactés en disant voilà, j'aimerais bien vous accompagner sur un projet. Donc ça nous a donné l'élan et l'envie et l'énergie pour dire allez, on le fait, on se lance. Et donc voilà, ça a pris quand même 2 ans, mais... Oui, alors ça fait très longtemps qu'on travaille, donc art et environnement, enfin c'est 2 thèmes. Et généralement, ça fait longtemps qu'on fait des expositions avec des artistes, des ateliers, des spectacles. Gabrielle a plusieurs spectacles, donc ça fait longtemps qu'on travaille sur ces thèmes. Et à chaque fois, on voulait sensibiliser vraiment donc sur un thème précis. On parlait du déchet, tel déchet, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. Toujours avec des actions pédagogiques en même temps. Ce qui me tenait à cœur, c'est le côté humain. C'est vrai on parlait du déchet, mais on n'avait jamais parlé des humains. Et souvent, tout le monde entend autour de soi, voilà, oui, moi je ne sais pas quoi faire, c'est plutôt au niveau politique, ou c'est trop compliqué, je ne peux rien faire, je ne sais pas quoi faire. Donc on a eu envie de mettre en avant justement tous les gens, qu'en fait il y a plein de gens qui font des choses et qui sont là en bas de chez vous, dans votre rue, il y a des gens qui font des choses. C'est ce qu'on appelle les éco-acteurs en fait. Donc mettre en avant ça, et on s'est rendu compte on savait que ça existait les éco-acteurs, mais en fait en commençant à faire les recherches, on s'est rendu compte que c'était un monde immense. Parce qu'on était parti sur tous ceux qu'on connaît au niveau national, même international, sans penser qu'il y en avait autant vraiment déjà sur notre ville, quoi. Donc on s'est dit, voilà, on va réduire, il y en a trop, c'est pas possible, on ne peut pas gérer tout ça, donc on va rester sur notre ville. Et c'est vrai que c'était assez logique, parce que comme on veut toucher
les gens, monsieur tout le monde qui sont autour de nous, quelque part c'était plus logique d'aller chercher des éco-acteurs de Paris et région parisienne. Donc on est resté là-dessus. Après, comme ça faisait encore, on s'est rendu compte qu'il y en avait encore beaucoup trop, on est resté sur choisir un éco-acteur symbole du thème et qui représenterait tous les autres en fait. Après, le nom de l'exposition, ça s'appelle De la trace à la trame. Donc la trace, ça représente la trace que nous laissons derrière nous, donc là qui est représentée par le travail des artistes qui travaillent le déchet, donc la trace, le déchet. Et puis la trame, c'est ça le cœur de l'exposition et qui nous tient vraiment à cœur à mettre en avant, c'est que tous ces acteurs qui peuvent paraître isolés à chacun, enfin, dans leur spécificité, dans leur domaine, forment une sorte de trame. C'est-à-dire que tous ensemble, justement, on arrive vraiment à faire avancer les choses et on arrive à être beaucoup plus fort. On sait bien que c'est en étant à plusieurs qu'on y arrive, c'est pas tout seul, quoi. Donc c'est un peu le principe de la trame, la symbolique du rhizome qui, comme ça, en dessous, est très, très puissant en fait. Merci d'avoir très bien résumé le propos de l'exposition. Donc je vais appeler, pour la première thématique, c'est la ville nourricière, donc avec l'association Graines de Jardin et l'artiste Isa, qui ont travaillé, alors vous allez dire la terre nourricière, pourquoi parler de déchets avec la terre nourricière? Alors, Frédéric Basset, qui est présidente de l'association Graines de Jardin, ex-présidente, est toujours investie dans l'association Graines de Jardin à Paris. Donc, en quoi consiste votre association? Bonsoir, Graines de Jardin est née en 2001 et depuis 2001, on a accompagné sur Paris et Île-de-France 250 jardins environ. Environ, parce qu'il y en a certains, ils existent, mais on ne les connaît pas forcément, ils ne nous disent pas forcément on existe. Donc voilà, et le but de ces jardins, en fait, disons qu'il y a deux piliers importants dans ces jardins, c'est l'environnement, bien sûr, puisque ce sont des jardins où on cultive sans produits phytosanitaires, on fait du compost, on accueille les abeilles, les oiseaux, on privilégie la biodiversité, donc c'est très écologique. Et d'autre part, c'est un jardin partagé. Donc, contrairement aux anciens jardins ouvriers ou familiaux aujourd'hui, ce n'est pas une location de parcelle, mais on adhère à une association et on cultive tous ensemble. Parfois, on a un petit bout de parcelle quand même, mais globalement, c'est quand même collectif. Et le deuxième pilier très fort aussi, c'est de créer du lien social, de tisser ce lien. C'est-à-dire dans un jardin partagé, on rencontre nos voisins qu'on ne connaît même pas dans l'immeuble où on habite, et c'est intergénérationnel, c'est interculturel, donc c'est une espèce de brassage d'humanité, on va dire, et c'est ça qui fait sa beauté, sa force aussi. Et voilà, en gros, c'est ça, écologie et aspect humain très, très prégnant. Voilà. Oui, bonsoir. Alors moi, je m'appelle Isa et c'est vrai que j'ai travaillé sur le thème de la ville nourricière. Alors, on peut se dire que des 6 thèmes, c'est vrai que c'est un thème qui ne parle pas de déchets, mais si. En fait, moi, je fais partie de la FOP, l'Association française aussi des agriculteurs urbains. Et la terre fait partie aussi des déchets aujourd'hui parce qu'on sait qu'elle est polluée. Et du coup, moi, j'ai proposé comme solution, effectivement, de faire des cultures sur but. Pour faire pousser, vous avez vu, j'allais dire des produits nourriciers. Mais aujourd'hui, avec Graines de Jardin, c'est vrai qu'on se dit quelle est la fonction principale du jardin partagé. Alors, on voit bien qu'il est à partager, que ça recrée du lien social. Mais aussi, on se dit, aujourd'hui, on a des boutiques, des épiceries tout autour de nous, donc le jardin, il a perdu son sens. Nous, les citadins, on a besoin de porter un nouveau regard sur la ville. On a envie d'une ville plus joyeuse, plus chaleureuse, plus attractive, plus verte aussi, et plus rayonnante. Donc, c'est vrai qu'on est complètement dans la transition de Kaizen, et on est en train de modifier le regard qu'on porte sur nos villes. Donc nourricier, oui ou non, on n'est pas très sûr, on avance un peu à tâtons, parce que par ailleurs, à la FOP, il y a plein de gens aussi qui font des produits
et on a regardé ça avec Areco aussi, qui font des salades sur le toit, comme Topager et tout ça. Le problème, c'est que les Parisiens, les citadins sont méfiants par rapport à ces produits, ne les achètent pas en pensant aux particules fines. Donc on est pour l'instant dans un grand paradoxe, une contradiction, mais c'est pas grave, chacun avance dans son petit coin. Les jardiniers des jardins partagés consomment ce qu'ils cultivent. Que ce soit des tomates, des courgettes ou des framboises. T'es pas sur les toits. Ah non, non, on est sur le sol, ou parfois on n'est pas sur le sol parce que le sol est pollué, et on est sur palette, on est jardin en hauteur. Voilà. Mais en tout cas, il y a de la consommation, mais évidemment, les jardiniers des jardins partagés ne se nourrissent pas qu'avec les produits des jardins. On dit souvent que cultiver, c'est aussi un art. Alors, oui. Comment vous avez pu tisser ce lien entre art et terre? Oui, c'est moi l'artiste. Moi, j'ai commencé il y a 15 ans les jardins, le terme jardin suspendu, moi, m'intéresse beaucoup. Hein, c'est un peu aussi contradictoire, comment on fait pousser des plantes à la verticale. Et en fait, on pense au premier jardin, j'allais dire du bonheur, non, mais les premiers jardins aussi de Patrick Blanc, hein, que tout le monde connaît peut-être ici. Et quand j'ai vu cette expérience, je me dis, ah, trop bien, je vais essayer de faire une expérimentation comme ça, parce que nous, les artistes, on est aussi dans l'actualité et dans l'innovation. Moi, je pense que je suis un peu dans l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire je travaille sur un principe, je ne sais pas où on va. Et il y a 15 ans, j'ai commencé à rencontrer un paysagiste qui m'a dit « Ok, je te livre des toiles végétales avec de la sphène dedans, donc des petites plantes qui vont en nourrir d'autres et qui vont servir de réserve d'eau. » Et du coup, j'ai commencé comme ça. Donc il y a une toile que vous verrez en exposition qui a 15 ans déjà et qui nourrit d'autres plantes à l'intérieur. Donc je suis venue comme ça à l'art vivant. Pour moi, c'est vrai qu'ici, c'est une des pièces qui est la plus vivante. Il y a un peu un défi, hein, parce qu'elle est en intérieur. Heureusement, c'est un peu une serre, hein, j'ai beaucoup de chance. Je pars du principe que c'est l'œuvre qui va écrire son histoire. Moi, je mets tout en scène et après, elle se débrouille. Il y a l'art du vivant aussi, Frédéric, non? L'art du vivant dans un jardin, c'est presque obligatoire, je dirais. Parce que oui, tout est vivant, le sol est vivant, il y a de la microfaune, l'eau est vivante, bien sûr, tout ce qu'on met comme graines qui vont pousser et créer du vivant comestible. Donc ce n'est qu'un lieu de vivant, le jardin. Voilà, puis on a les petites abeilles qui viennent butiner, et puis on a les moustiques qui viennent nous piquer, et puis voilà, c'est très vivant. C'est un art de vivre aussi. Je pense qu'on est tous dans l'impermanence, c'est-à-dire on ne sait pas de quoi est fait le lendemain dans le jardin. Et je pense que c'est un petit havre de paix, on se sent bien, et voilà, on laisse défiler les choses. Je pense que c'est un lieu de rêve aussi. Et dernier point aussi, c'est un lieu artistique, parce que si vous allez vous promener dans les jardins partagés, vous allez voir des fresques murales, vous allez voir des sculptures, vous allez voir un tas de créativité. Bon, on peut appeler ça du land art ou de l'art povera, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de créativité dans les jardins partagés. Le deuxième thème qui a réuni l'association Pic-Pic Environnement et Catherine Dezer avec RC Catherine Dezer n'est pas là, mais elle va parler pour elle, autour du thème des 4 R. Alors 4 R, R comme recycler, réparer, réutiliser, réduire, puisque le déchet est aussi une ressource. On n'a pas l'artiste, mais on va faire les artistes. Donc Gabrielle peut, parce que Gabrielle est aussi représentant des artistiques, puisqu'elle a réalisé toutes les vidéos qui sont dans l'exposition, où elle a rencontré à la fois les associations et les artistes pour voir un petit peu comment ils travaillaient, qu'est-ce qui se passait derrière l'œuvre et quelle était l'intention. Donc tu pourras nous en parler aussi tout à l'heure. Alors, RQ, pardon, c'est pas RCQ. Alors, comment c'est pour remplir les déchets Alors, à quoi ça RCUB, c'est la Fédération du réemploi, où l'objectif c'est de prévenir, réduire, réemployer et réutiliser. Donc notre objectif au sein de la fédération, c'est de rassembler tous les acteurs qui veulent, d'un point de vue professionnel, développer le secteur du réemploi. Le secteur du réemploi, pour nous, c'est un secteur en devenir qu'on doit construire tous ensemble pour permettre de développer, de professionnaliser et surtout porter des projets innovants, comme aujourd'hui, où on est dans une dynamique très innovante, puisqu'on va mélanger l'art avec de la création.
Le pique-nique, très rapidement, c'est une association d'éducation, voilà. Donc nous, on ne vend rien, on fait qu'éduquer, sensibiliser. Donc on existe depuis 10 ans, on est 15 animateurs, on est basé dans le 92 et on couvre toute l'île de France. On travaille sur toutes les thématiques du développement durable. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur cet objectif du développement durable qui s'appelle l'ODD 12. Ça dit quelque chose à quelqu'un, les objectifs du développement durable? Levez la main, à qui ça dit quelque chose, objectif du développement durable? Les Nations Unies ont dit qu'il y avait 17 priorités dans le monde pour tous les pays, pour toutes les entreprises. Dans les priorités, égalité homme-femme, la fin de la pauvreté, etc. Et vous avez un objectif numéro 12 qui est une consommation responsable, acheter mieux, mieux entretenir, mieux jeter, moins jeter. Donc voilà, on travaille beaucoup sur cette thématique-là. On essaie de faire connaître les artisans de la réparation. On travaille beaucoup dans les quartiers prioritaires, les centres sociaux, foyers de jeunes travailleurs, parce que c'est un peu la double peine. C'est-à-dire quand on est en difficulté économique, c'est là qu'on se prend de plein fouet la malbouffe, les vieilles voitures pourries, les vieux bâtiments pourris, et on a l'impression qu'on est condamné à ça, qu'on ne peut rien faire. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est dans les quartiers de retrouver cette dynamique et d'expliquer aux gens, si, c'est pas réservé aux écolos-bobos, vous aussi, c'est du bon sens, économiser de l'argent, être en meilleure santé, et ça prend énormément. On parlait du déchet, et Mathieu aussi va beaucoup nous parler du déchet, on ne va pas tout dire, il faut vulgariser un petit peu, c'est le grand sujet du moment, etc., comme tu l'as dit. Et on n'a pas parlé du marqueur social. C'est vrai qu'à un moment, dans les années 70-80, il fallait posséder, il fallait jeter, je jette donc je suis un peu. Et maintenant, nous on fait des animations, de la sensibilisation, et on voit de plus en plus de gens, comme tu le disais, qui n'ont plus honte d'avoir quelque chose qui a été acheté, qui est de deuxième main. Sur les marchés alimentaires, on a des dames très chics qui vont fouiller les restes du marché pour trouver de tomates et tout. À une époque, ça ressemblait complètement honteux, déplacé. Là maintenant, c'est devenu très tendance. Donc je suis contente de cette évolution sociale. Voilà, n'ayons plus honte, transformons. Les déchets font des œuvres d'art. Donc magnifique. Alors Gabriel, si tu veux bien nous parler peut-être on parlait de ludique, d'artistique, puisque je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, il y a quand même cette partie de sculpture à partir de déchets, d'objets récupérés en fer qui sont absolument magnifiques. Oui, alors Catherine est malade, donc elle n'a pas pu être là ce soir, mais bon, je peux témoigner pour elle, elle a un parcours de vie qui est assez atypique, donc elle le dit dans le film, vous pouvez voir dans l'interview que j'ai faite d'elle, donc elle vient d'un milieu très ouvrier et dans lequel elle ne savait même pas que l'art existait, elle n'avait jamais visité de musée ni rien du tout, et c'est vraiment tardivement, vers 40 ans, qu'elle a fait une reconversion. Elle était collectionneuse d'objets, donc elle trouvait trop beau tout ce qui était vieux ustensiles de cuisine, les vieux outils qu'elle a trouvés dans les brocantes, etc. Mais elle les collectionnait simplement, elle n'en faisait rien. Et puis, par une amie qui l'a initiée à l'art, petit à petit, elle s'est mise à la peinture, et puis elle a découvert la soudure. Et donc, elle a trouvé cette solution pour donner vie à tous ces objets qu'elle avait chez elle, et elle les a transformés en sculpture. Donc, vous verrez, c'est à la fois très, très poétique, un petit brin de mots à chaque fois, elle fait... Le Don Quichotte, il est merveilleux. Oui, le Don Quichotte est merveilleux avec son bouclier en couvercle. Et nous, on la connaît depuis 10 ans et on la voit évoluer. C'est de plus en plus raffiné ce qu'elle fait. C'est devenu vraiment une vraie artiste. Quoi. Donc c'est un beau parcours de vie. Petit mot de la fin avant de reprendre le débat tout à l'heure. Je suis désolé, on parle de déchets, j'ai un petit souci là qui me hérisse les poils depuis tout à l'heure. Je préfère vous dire, est-ce qu'on pourrait remplacer les bouteilles d'eau par des carafes qui sont là-bas pour remplacer sur le plateau? Je sais pas si c'est faisable, moi je vais sortir, je vais m'en occuper, mais ça me dérange de parler en cautionnant le jetable comme ça. Je valide totalement la remarque. Juste pour rebondir sur ce que disait Caméra sur le côté positif, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire dans l'exposition. Donc sur chaque thème, vous verrez qu'il y a des panneaux pédagogiques parce que voilà, Marie-Laure, on tient beaucoup à chaque fois à faire passer des messages. Et vous verrez que les messages qu'on fait passer, il y a toujours bonnes nouvelles. Voilà, là il y a une petite vidéo avec les chiffres, nouvelles et des bonnes solutions. Des bonnes solutions. On essaye aussi d'aller vers l'optimisme pour dire aux jeunes, allez-y quoi. C'est du constat à l'action. Oui, même Surfrider, ils sont actifs dans le bon sens, comment transformer, et enfin voilà, tous les autres, on est vraiment dans le positif, oui, on est dans ce triptyque, constat, création, action, et, voilà. Et pourquoi pas récréation. Alors on va passer au prochain thème qui est sur le suremballage. Pour cela, l'association, donc la Maison du Zéro Déchet à Paris,
qui a travaillé aussi avec l'artiste Coco, qui a exposé ses œuvres dans la salle à côté. Donc si vous pouviez vous présenter un petit peu. Alors, la Maison du Zéro Déchet, c'est une association qui a un tout petit peu plus d'1 an. On est ouvert depuis le 1er juillet 2017. À la base, c'est une association qui est à l'initiative de Zero Waste France, donc qui travaille justement sur le zéro déchet et sur le zéro gaspillage. Donc la Maison du Zéro Déchet, c'est un lieu, donc vous y retrouvez dedans un espace boutique, donc où justement vous pourrez retrouver là tous les objets du quotidien qui permettent d'éviter justement la production de plastique à usage unique et la production d'éléments qui seront jetés. Typiquement les bouteilles d'eau à la place desquelles on vend des gourdes et des charbons actifs par exemple. Donc, vous allez retrouver toute une série de produits du quotidien, que ce soit pour la salle de bain, l'hygiène, pour la consommation classique. On a un espace atelier aussi où là on dispense des formations do it yourself. Donc ça va être apprendre à fabriquer ces petits objets du quotidien, un shampoing, de la lessive, un dentifrice, des films alimentaires et ainsi de suite. Et puis on a un petit espace conférence où là on fait des formations et des conférences, que ce soit sur le zéro déchet ou alors sur des thématiques environnementales. Je sais qu'on en a fait pas mal avec Surfrider typiquement, avec Job Main Sense et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on essaye d'initier les gens, que ce soit à la thématique zéro déchet du coup. Et, qui vient vous voir? C'est les gens du quartier, de Paris, il y a des écoles, d'autres collectifs? Alors école, ça se fait un petit peu, on essaye justement de développer de plus en plus le côté école parce que ça reste, enfin pour moi en tout cas personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre aux enfants. C'est les enfants qui apprennent aux parents. On a remarqué ça, donc c'est vrai qu'on essaye de plus en plus, mais ça va être énormément de touristes qu'ils soient français, allemands. On a eu des Ukrainiens récemment, des Polonais qui sont venus voir la Maison du Zéro Déchet parce que justement ils avaient envie de savoir comment ça marchait, qu'est-ce qu'ils se faisaient pour le reproduire là-bas. Après on a aussi bien énormément de locaux parisiens, de gens de banlieue, des jeunes, des vieux, on a vraiment de toutes sortes. Alors on pêche un peu sur la diversité sociale malheureusement, c'est un axe sur lequel on essaye de beaucoup travailler, mais sinon on a vraiment des gens de partout. Avec Pic Environnement, peut-être faire le lien. Il y a des passerelles à faire comme ça, que ce soit avec Surfrider ou avec lesquels on a travaillé, mais avec toutes les autres associations. Comme Gabriel disait tout à l'heure, on n'est jamais aussi fort que quand on est tous ensemble. Donc je pense que cette exposition est très bien aussi pour ça, pour faire rencontrer tous les éco-acteurs ensemble. Mais on n'est jamais aussi fort que tous ensemble. Donc il n'y a rien de mieux qu'une exposition pour fédérer tous ces... Justement, vous m'avez fait une belle transition là sur le tissage, tisser les liens, puisque Coco, vos œuvres sont vraiment dans cette trame verticale, horizontale. Alors je voulais juste vous dire que la trame, moi ça fait plus de 40 ans que je travaille dessus, je crois que j'ai toujours travaillé dessus. Donc effectivement l'association Areco qui m'a proposé Trace et Trame, pour moi ça me parlait complètement. Le papier, j'utilise le papier, mais j'utilise aussi des plastiques et différents matériaux, mais le papier, je l'aime particulièrement parce qu'il est très malléable et on peut le colorer, le teinter, le sculpter, plein de choses avec. Et en plus, il y a un rapport avec le végétal. Donc ça m'intéressait surtout en ce moment parce qu'il y a des découvertes scientifiques qui sont assez intéressantes. Et la trame des racines est révélée. Et cette trame en fait des racines, ça permet de révéler que les arbres entre eux communiquent. Et ça, je trouvais ça plutôt sympathique et quelque chose vraiment à explorer à ce niveau-là. Voilà, et la trame, c'est extraordinaire parce que le fait d'être tous là, on crée vraiment une grande trame pour pouvoir justement améliorer, trouver tout ce qui est nécessaire à faire que la planète aille mieux. Et nous, artistes, on a ce rôle aussi de révéler les choses. J'ai commencé par, quand on m'a proposé l'exposition, de faire une sorte de canal rouge avec des fils rouges pour pouvoir relier et tisser des liens entre tous les artistes et éco-artistes et éco-acteurs. L'eau, c'est la source de cette vie, c'est la source de la nature. Et sur cette thématique, il y a l'association Surfrider et l'association Ose qui ont travaillé avec l'artiste Sophie Hélène. Donc Sophie Hélène n'est pas là puisqu'elle habite en Bretagne, elle n'a pas pu se déplacer, mais je compte sur Gabriel pour nous en parler. Alors Surfrider Foundation Europe est née au Pays Basque dans les années 90, donc des surfeurs qui se sont rendus compte que leur terrain de jeu, l'endroit où ils passaient le plus de temps,
commençait à avoir de plus en plus de déchets. Et donc ils ont lancé cette association. Aujourd'hui, on est 12 000 adhérents à travers 9 pays et 36 antennes, donc c'est dans toute l'Europe. La plupart des antennes sont vraiment sur le littoral, bien entendu, mais il y a une antenne à Paris, et on se rend compte que ça a aussi une vraie utilité d'avoir une antenne à Paris, puisqu'il n'y a pas que sur le littoral qu'on trouve des déchets. Et d'ailleurs, on a constaté, en fait, à force d'organiser des collectes de déchets sur le littoral européen, que 8 déchets sur 10 qu'on trouve sur la plage, en fait, viennent de l'intérieur des terres. Les thématiques, on va dire, de combat, c'est la qualité de l'eau dans les rivières, sur les plages, la protection du littoral, le transport maritime et puis les déchets aquatiques. Donc avec la pollution plastique qui en est une des composantes majeures comme on le voit aujourd'hui. Nos actions elles sont vraiment diverses, on a un petit peu les deux pendants de ce dont on vient de parler. Il y a d'une part le message un petit peu doux, éducatif, ludique qu'on fait, il y a des sensibilisations sur nos collectes de déchets ou alors aussi via des écoles. On fait beaucoup d'éducation à l'environnement, bon, beaucoup moins qu'IPIC parce que c'est pas notre spécialité, mais on intervient dans des écoles pour les sensibiliser à ces problématiques-là. Et on a aussi le côté un peu plus, on va dire, agressif, où il faut montrer aussi de façon un peu moralisatrice le message. Et donc on a aussi des personnes qui font du lobbying environnemental, on peut le dire, au niveau institutionnel. La semaine dernière, par exemple, Surfrider a organisé une conférence toute une matinée sur le plastique à l'Assemblée nationale pour expliquer en fait les vraies problématiques qu'il y avait. Et donc là, dans ce genre de choses, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu moralisateur, bah oui, mais pour montrer aussi voilà, les vraies problématiques. L'association Rose. Moi, je connais Sophie Hélène. Elle fait partie d'un réseau de collecteurs de déchets sauvages dont Surfrider fait partie également. Elle ramasse justement les déchets plastiques. Plus exactement, sa spécialité, c'est les laisses de mer. Et donc, elle en fait de très jolies compositions artistiques. Mais Gabrielle, effectivement, en dira plus. Donc moi, je suis Adeline. Je suis vice-présidente de l'association OSE, Organe de sauvetage écologique, qui a pour objectif principal un petit peu le même objectif que Surfrider, c'est-à-dire le nettoyage des zones polluées, et plus exactement des berges. Donc comme, je ne sais pas ton prénom, Mathieu l'a expliqué, 80% des déchets en mer viennent de la terre, et nous agissons énormément sur ces zones. Sur toute la France ? Sur toute la France, mais plus particulièrement en Île-de-France, puisque nous sommes basés ici. On agit beaucoup aussi en région PACA malheureusement, mais plus sur les flancs de montagne, sur ce et du coup, effectivement, nous on a une action de sensibilisation par l'engagement et par l'action terrain. On va sensibiliser parce qu'en une opération, on peut ramasser jusqu'à 10 tonnes de déchets. Donc là, effectivement, on alerte, c'est le but. Mais par l'action de terrain, les personnes qui nous accompagnent, que ce soit les riverains ou les bénévoles sur le terrain, se rendent compte effectivement de leur impact sur l'environnement et de la surconsommation et de la nécessité de trier ces déchets. Nous, on agit énormément aussi auprès des jeunes. On intervient dans les écoles, mais effectivement, ils sont très sensibilisés, donc quelque part, on enfonce des portes ouvertes. Mais c'est bien parce que au moins ils agissent, ils prennent part à des actions de terrain dans les rues et c'est tellement rafraîchissant pour nous qu'on en raffole. Et on agit énormément, on a une spécificité entre guillemets depuis quelques années avec la problématique des réfugiés environnementaux, pour le coup, qui logent pour beaucoup sur les berges, justement, en Île-de-France, mais pas qu'en Île-de-France. Et nous, on agit donc dans ces camps, on leur apporte une aide logistique au niveau du ramassage, du nettoyage, on leur apporte des gants, des collecteurs de déchets, et on va sensibiliser aussi les communes sur lesquelles on intervient pour qu'elles agissent à nos côtés. Voilà.
Gabrielle, tu peux peut-être parler du travail de Sophie Hélène. Oui, donc Sophie Hélène, elle habite en baie de Somme, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas là, c'est un petit peu loin. Et elle est coloriste de formation. Et donc, en se promenant sur la plage, pareil, quoi, comme les surfeurs, elle a trouvé inadmissible tout ce qu'elle voyait tous les matins à marée basse. Et donc, elle a commencé à collecter. Et puis, elle en fait des œuvres. Donc, vous verrez, c'est très intéressant. On retrouve des choses complètement improbables, comme des cartouches. Donc, elle en a fait une œuvre, des cartouches. On ne peut pas imaginer qu'on va trouver ça sur une plage. Mais ça peut être aussi la couleur qui va l'attirer ou la matière. Et puis, c'est une façon d'interpeller sur comment ça se fait qu'on trouve ça sur nos plages, quoi. Oui, c'est assez impressionnant parce qu'il y a des rideaux aussi constitués, des formes de rideaux, des œuvres à partir de canettes, et aussi ces bébérets qu'elle a retrouvés bord sur la plage et dont elle en a fait quand même des œuvres assez originales. Oui, elle témoigne que ce qui est laissé par la mer est vraiment le témoin de tous les drames écologiques un peu globaux, en fin de compte, puisqu'avec le dérèglement climatique, la première preuve, entre guillemets, c'est ce qui se passe sur le littoral, c'est là où ça ressort le mieux. Les Surfriders, donc cet engagement auprès des artistes, pourquoi vous avez voulu... pourquoi vous êtes engagé avec eux? On s'est engagé parce qu'on a trouvé le projet super intéressant. On était complètement d'accord avec le fait que plus on est nombreux, plus on va être fort, et rencontrer d'autres éco-acteurs, c'est dans notre philosophie. On partage déjà pas mal d'actions avec Pic vient à nos collectes. On fait des conférences avec la maison Zéro Déchet. On va faire une collecte de déchets à Bas-les-Pailles. Donc cette idée de créer une équipe nous plaisait. Et après, il y a eu aussi, pour ma part, je me suis portée volontaire pour mener ce projet et le coordonner. Parce que l'aspect artistique paraissait hyper intéressant. Et un nouvel axe pour nous. Le thème des déchets électroniques, avec l'artiste Dadav et l'association TAE, c'est-à-dire Travailler Autrement Ensemble et Apprendre, pardon. Dadav, moi j'ai été impressionnée par l'œuvre suspendue de l'installation que vous avez mise avec tous ces déchets électroniques, ces tableaux que vous avez su créer, puisque c'est vrai que a priori, personnellement, quand je vois des déchets électroniques, c'est vraiment il y a un côté rebutant. Et vous avez réussi à en faire des œuvres magnifiques, de transformer le déchet en beauté. Et d'où vous est venue cette idée d'utiliser ces déchets électroniques? J'étais à Belleville il y a une vingtaine d'années. Et donc je récupérais un petit peu tout ce que les trottoirs déversaient tous les jours. Et un jour, je suis allé voir une galerie pour montrer mon travail, et donc je montrais un book. Et à la vue de ce book, le galeriste m'a dit qu'on aurait dit la rétrospective d'un artiste en fin de carrière. Je devais avoir 25 ans à l'époque. J'ai pas trop compris, ça m'a un petit peu énervé sur le coup, et puis j'ai arrêté de travailler un petit moment. Et en fait, il avait raison, et comme je travaillais déjà un petit peu avec j'avais déjà ouvert quelques télés, donc je commençais à travailler avec ces matériaux-là, et j'ai dit que j'ai continué à travailler exclusivement avec ce genre de matériaux. Où vous trouvez votre matière première? Dans la rue? Alors j'ai trouvé un petit peu partout. Alors avant, j'ai trouvé dans la rue, et maintenant des entreprises parfois m'appellent parce qu'ils ont un stock, ils veulent changer de parc informatique, donc ils ont un stock, et plutôt de payer la fameuse taxe dont on parlait tout à l'heure, ils font un appel à mes services, et je passe chez eux, je récupère leur matériel, et moi ça me fait de la matière première. Vous en avez énormément, des tonnes, non? J'en ai beaucoup, ouais. Et par ailleurs, j'ai un orpailleur qui est un gros fournisseur également, c'est un ancien prof de Jussieu, qui récupère l'or c'est sur tout ce qui est connectique, il y a toujours un petit peu d'or, donc lui il récupère l'or sur les plaques, alors il en a des
tonnes et des tonnes, et ensuite il me donne les cartes mères avec tous les composants qui sont dessus, après qu'il ait retiré l'or. Il n'y a pas de substances dangereuses quand on les manipule comme ça pour les travailler ou... Non, alors ce qui était dangereux avant, c'est quand on cassait les tubes cathodiques, je parle des anciennes télé ou même des anciens écrans d'ordinateur. Alors derrière, il y a une grosse pièce qui est remplie de cuivre. Alors souvent, quand on marche dans la rue, on voit une télé qui est cassée, le cul du tube justement est cassé. Ça sont les ferrailleurs qui récupèrent cette pièce qui est pleine de cuivre. Et donc à l'intérieur de ce tube, il y avait des métaux rares et à l'intérieur, mais maintenant non. Et de toute façon, moi, toutes les pièces que j'ai sont plus liées à l'électricité, donc elles sont inoffensives. À la limite, c'est moins dangereux d'avoir une œuvre à moi chez soi plutôt qu'un téléphone à l'oreille toute la journée, à mon avis. Donc je suis Philippe Vergès, je travaille pour TAE, donc à Noisy-le-Grand. En fait, c'est Dadav qui est venu vers nous quand il y a eu le projet d'exposition, puisqu'il a, je ne sais pas comment vous avez connu connaissance de TAE, par ATD ou carrément peut-être? Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a recommandé. Donc voilà, donc c'est plutôt Dadav qui est venu vers nous. Moi, on était enchantés de voir qu'on pouvait faire de l'art avec les ordinateurs. TAE a été créé par le mouvement ATD Carmonde il y a une quinzaine d'années maintenant. Sur le site de Noisy-le-Grand, vous avez dû en entendre parler, puisqu'on a eu la visite il n'y a pas longtemps du président de la République qui est venu nous voir, juste avant d'annoncer son plan pauvreté. En fait, il est venu voir à la fois ATD qui est né dans les bidonvilles de Noisy-le-Grand et TAE qui est un atelier d'insertion qui a été créé par ATD parce que les gens qui habitaient dans le centre de relogement de famille ne trouvaient pas de travail. Donc ATD a dit bon, on va faire la démonstration que même des gens qui sont issus de la grande précarité, de la grande pauvreté, peuvent trouver un travail. Parce que jusqu'à présent, on leur disait toujours non, vous ne pouvez pas travailler, vous êtes inemployable. Et donc, on a fait un sort de laboratoire expérimental qui n'avait pas vocation à continuer dans le temps, mais qui existe toujours depuis 15 ans. Et donc, on a 3 activités, de la peinture dans le bâtiment, du ménage, c'est ATD qui est notre principal client, et du reconditionnement d'ordinateurs. Donc, on récupère des stocks qui viennent de grandes entreprises, qui nous cèdent des stocks un peu comme ils le font pour Dadav. Et puis, on a un atelier de gens qui ne sont absolument pas des informaticiens, mais qui, avec le temps, sont devenus, pour certains, des experts, et qui sont embauchés sous le statut de l'insertion par l'activité économique. Donc c'est des gens qui sont au départ pris dans des contrats de 24 mois. Et ATD Carmonde s'est rendu compte en 2007 que c'était bien joli l'insertion, sauf qu'au bout de 24 mois, les gens repartaient bien souvent dans le chômage, etc. Et donc ils ont fait le choix de prendre des gens en CDI à la fin du contrat d'insertion. Alors ça paraît, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend quelqu'un en CDI, on se prive de subventions de l'État, et donc on doit vivre de notre production. Donc on vit vraiment à 80% de ce qu'on produit en peinture et en reconditionnement. Donc on a des quantités assez impressionnantes de stock. Vous êtes venu à TAE, c'est impressionnant ce qu'on peut récupérer. Moi je suis effaré de voir qu'on n'en reconditionne qu'une petite partie, parce qu'une bonne partie est obsolète, au niveau des processeurs notamment. Mais on arrive quand même à reconditionner une bonne partie des stocks qu'on a, et on les revend en particulier aux associations. Moi je suis assez effaré de voir les quantités de matériel qu'on n'arrive pas à récupérer, dont les imprimantes, ça me plaît, on ne sait pas quoi en faire. Si vous avez une idée un jour, Dadav, moi je suis très bien. Et depuis que je suis arrivé chez TAE il y a 3 ans, moi je me disais, mais c'est dommage qu'on n'arrive pas à récupérer tout, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour détourner par exemple des objets, les réemployer autrement. Alors faire un barbecue avec un ordinateur, c'était pas très sexy. On s'est dit qu'on pouvait faire 2-3 trucs avec, on n'a pas trouvé. Et quand on a eu l'information qu'on pouvait faire de l'art avec ces ordi, je me dis finalement c'est peut-être la seule solution de les réemployer de manière élégante, plutôt que de les envoyer à la décharge. Moi je trouve ça vraiment super quand on ne peut pas reconditionner, de pouvoir faire des choses artistiques avec. TAE a donné lieu au projet Territoire zéro chômeur de longue durée, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais en fait c'est cette expérimentation de dire on ne peut pas faire de l'insertion sur 24 mois, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont une vie qui a été tellement cassée, abîmée, qu'ils ne peuvent pas en 24 mois se reconstruire. Et pour certains, ils ne pourront peut-être même jamais quitter TAE, on le sait. Et donc, Territoire zéro chômeur a été créé sur le modèle où on prend les gens en CDI et on crée une activité autour de, par exemple, de l'informatique, mais ça peut être le jardin ou autre. Voilà. Donc moi, je suis super content de voir des belles cartes mères exposées. C'est super bon. Des matrices. Ah non, c'est chouette. Comme on n'a plus beaucoup de temps par rapport à la présentation, je vais appeler la dernière association EcoDev, avec Marie-Laure qui est là, l'artiste, qui ont travaillé sur le thème de la qualité de l'air. Nous, on n'est pas une association, on est une entreprise. Pardon. Désolé. Nous, on travaille avec les grands méchants. EcoDev, en fait, on est une entreprise qui est née en 2009
Donc ça fait maintenant bientôt 10 ans, on a 15 personnes qui travaillent chez Codev. Nous, on est une société de conseil et de services en développement durable, c'est-à-dire qu'on va accompagner les entreprises, mais pas que, on va accompagner aussi les collectivités, on va accompagner les administrations ou encore les établissements scolaires dans leur démarche de développement durable. Un des premiers métiers, c'est le conseil, où là, on va vraiment se poser avec ces organisations, ces entreprises pour réfléchir à leurs impacts et à ce qu'elles pourraient faire pour les réduire, ces impacts, pour les optimiser. Deuxième métier, c'est plus les actions concrètes, où là, on va vraiment les aider à mettre en place des actions les plus concrètes possibles sur diverses thématiques de développement durable, que ce soit la biodiversité, que ce soit la mobilité, les enjeux climatiques, énergétiques, enfin, sur un peu tout le panel lié au développement durable. Le dernier métier, c'est la communication, où là, on va aider l'entreprise à valoriser ce qu'elle fait. Alors, c'est pas valoriser auprès du grand public et faire du greenwashing comme on peut croire, c'est surtout valoriser auprès des collaborateurs dans l'entreprise. Le collaborateur s'implique dans les démarches mises en place par l'entreprise, et le collaborateur, c'est aussi un citoyen qui va agir après au quotidien, voilà, par sa consommation, par ses actions, etc. Voilà, ça c'est pour présenter rapidement Ecodev. Et donc, pour revenir par rapport à l'exposition, donc de la trace à la trame, c'était assez intéressant parce que la trace, les entreprises en ont une, je pense qu'elles ont une très grosse même. Et la trame, pour l'aspect Ecodev en tout cas, nous on travaille avec un écosystème de partenaires qui crée comme ça justement un réseau, un écosystème pour le coup, qui vont nous aider justement à faire changer les choses dans l'entreprise et à améliorer les choses dans l'entreprise, et à sensibiliser aussi les collaborateurs, voilà, les travailleurs, les citoyens, un peu tout le monde aux thématiques de développement durable. Les enjeux climatiques actuels voilà, ont un lien avec l'air. Nous, ce qu'on a exposé avec Marie-Laure, c'est aussi tout ce qui est biodiversité avec les ruchers urbains. Donc, on met souvent en place dans les entreprises des ruchers pédagogiques, donc ça a une vertu pédagogique pour sensibiliser les collaborateurs et les citoyens aux enjeux de la biodiversité, de la pollinisation, voilà, de la qualité de l'air aussi, parce que les abeilles ou les autres insectes sont des marqueurs de l'environnement et des bio-indicateurs sur la qualité de l'air. Donc voilà, l'air c'est important, c'est la vie. Et en agissant comme ça sur ces différentes thématiques, on va essayer de s'améliorer et d'aider les entreprises à s'améliorer. J'ai fait une création originale là pour le coup, parce que en fait, moi je travaille surtout le thème des végétaux. Donc c'est assez proche quand même de l'air, du thème de l'air. Donc j'ai fait vraiment une création vraiment pour l'exposition dans ce cas-là. Donc c'était assez compliqué au départ parce que l'air, et c'est aussi ça qui est intéressant sur ce thème, c'est que c'est invisible. Donc d'ailleurs, ça revient à dire que c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas et que c'est très important, c'est vital, donc c'est pour ça que ce thème, moi, m'intéresse particulièrement. Mais donc voilà, comment représenter l'invisible. Pour le grand public, c'est quoi l'air? Ça vient le poumon de la forêt, en fait. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais représenter une forêt. Après, c'était pas forcément suffisant, je voulais quelque chose de plus, donc j'avais aussi le thème du nuage, et j'ai voulu incorporer ce nuage dans la forêt. En fait, que le nuage soit au cœur de la forêt, comme un peu le poumon de la forêt. Donc c'est pour ça. Le nuage produit par la forêt, par l'émanation de l'humidité qui remonte. Oui, crée le nuage. Dans les forêts primaires, les nuages sont créés par les végétaux. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans les œuvres, c'est que parfois, et c'est souvent le cas, hein, peut-être que tous les autres artistes pourraient dire la même chose, c'est que nous on crée, on a une vision, mais après voilà, il y a d'autres choses qui se créent, il y a d'autres interprétations et c'est super. Je voulais faire la notion d'apesanteur, voilà, de légèreté. Donc ça, je l'ai amené avec les suspensions papier. Voilà. Donc on a découpé des petits, on est parti bien sûr à chaque fois sur de la récup, on a découpé des petits ronds avec des emporte-pièces et après on a fait des suspensions. Voilà. Après le miroir, ça c'est une chose un peu récurrente dans mon travail d'installation, très souvent je le fais. C'est-à-dire qu'à travers le miroir, on va pouvoir voir différemment et voir des choses différentes. Et là, quand vous allez voir, quand vous rentrez dans l'installation, vous verrez que la vision que vous avez dans le miroir et la vision que vous avez en levant la tête, n'est pas du tout la même. Voilà. Donc Emmanuel en fait a travaillé sur la scénographie et là c'était spécialement important parce que cet espace était complètement vide au départ. Il y avait juste une paroi dans
le font. Et sans ça, on n'aurait peut-être pas l'interactivité qu'on a là. Voilà, je tenais à le dire, c'est important. Alors, elle a une question pour Emmanuel. Merci Emmanuel pour la scénographie. Est-ce que tu peux nous expliquer le fil rouge et pourquoi, c'est peut-être une question bête, mais pourquoi l'œuvre de Dada est derrière un mur, pourquoi l'œuvre de Catherine est entourée de murs, d'autres sont plus ouverts. Enfin, voilà. Bonsoir. C'est une réflexion qu'on a eue aussi en commun avec Marie-Laure. Enfin, c'est aussi un travail, on va dire une trame. Le fil rouge, pour le coup, c'est vraiment ce qui nous semblait important pour passer d'un espace à l'autre, sachant que chaque artiste, chaque éco-acteur crée aussi un univers à eux. Et ça nous semblait important qu'on crée aussi des transitions sans que ce soit ni fermé, donc tous les espaces qui sont partiellement fermés et partiellement ouverts. Et parce que tout est lié et en même temps, on voulait, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais privilégier la rencontre dans un espace clos pour ne pas être complètement happé par toutes les stimulations visuelles, sonores, enfin non sonores avec les casques, mais c'était à la fois une parenthèse dans chaque espace et en même temps chaque espace est relié à l'autre, en gardant un entre-deux d'où ces espaces ouverts, des allées un peu larges, le temps. En fait, je pense que c'était ça, c'était qu'il y ait quand même du temps pour se poser dans tout ça. Je profite juste pour remercier Coco, qui a passé quand même des heures à faire cette œuvre qui représente la trame avec les fils rouges. Donc elle a passé une bonne partie de son été à crocheter un fil avec du fil nylon et à relier tout ça. L'idée, c'est aussi de tisser des liens entre tous les acteurs. Et cette grande trame, en fait, qui est un plein tissé de l'univers pour pouvoir justement porter tous nos projets ensemble, que ce soit pas séparé. Moi j'aimerais savoir quelle est la suite en fait. Je suis curieux de se dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Je pense que c'est une très 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 belle étape de se dire voilà, comment on utilise aussi des beaux lieux, cette énergie-là pour essayer de toucher encore plus de monde, sensibiliser et toucher aussi plus d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont seuls dans leur projet. Et donc comment on arrive à créer ça dans d'autres endroits et surtout voilà, aller vers l'avant pour construire et co-construire comme vous l'avez très bien fait avec en plus apparemment très peu de moyens, donc ça je suis aussi très admiratif et vraiment bravo. Et je pense qu'on a besoin de cette énergie-là pour aussi mobiliser des gens qui ont peut-être plus de moyens et qui pourraient aussi se mobiliser plus. Comment on peut démultiplier ce projet et rajouter. Tout à fait, c'était vraiment là-dessus que j'avais envie de conclure, donc c'est bien que tu parles de ça parce qu'on a vraiment essayé de concevoir l'exposition pour qu'elle soit itinérante. Donc elle est extrêmement modulable. On peut la faire en plus petit, on peut la faire en beaucoup plus grand, parce qu'on a 17 artistes et puis des éco-acteurs, il y en a à foison. Donc ça, c'est une première chose. On sait que maintenant c'est possible, on sait que ça marche bien et on sait qu'on peut la faire dans n'importe quel lieu. Encore faut-il qu'on ait de l'aide, parce que là, on a beaucoup donné, on a beaucoup demandé aux artistes, ils ont fait tout gratuitement, ce que d'habitude on ne fait jamais. Mais bon, on s'est dit, on ouvre une voie, on invente quelque chose qui n'a jamais été fait, donc on est vraiment persuadé maintenant, avec les retours, que ce soit de tout public, tout âge, ou aussi les professeurs des écoles, où vraiment on a eu des retours formidables, des enseignants qui ont adoré, qui vont revenir, donc on voit que ça plaît aux enfants et que c'est un support pédagogique extraordinaire. Donc on se dit, oui, faisons ensemble, faisons en sorte que chaque personne ici ou de son réseau qui connaît une salle qui peut nous accueillir, merci d'Eliane d'ailleurs au Métallo, voilà. Parce que vraiment ça a été formidable l'accueil qu'on a reçu ici. On a découvert une vraie famille, en fait, c'est chouette de voir qu'une équipe solidaire comme ça, et qui ont été là aussi pour nous aider sur les visites, pour faire venir du monde. Enfin vraiment c'était une rencontre extraordinaire. Et pour le montage aussi, on a eu c'était super montage, on a eu beaucoup d'aide. Vincent est là, mais bon, c'était extra quoi. Quand il n'y aura plus de déchets, vous allez faire comment? On sera très heureux. On n'est pas inquiets. On a de l'imagination, on a beaucoup d'imagination. Enfin la retraite.